Radio d'information en ligne, Immigration FM est essentiellement dédiée à la promotion de l'immigration francophone au Canada et l'intégration multiculturelle et interculturelle de nouveaux arrivants. Et ce, par le truchement des émissions, des reportages, des documentaires, des débats et des entrevues, etc. En effet, notre objectif est de faciliter la compréhension par l'information, la sensibilisation et la vulgarisation des détails, des procédures, des programmes d'immigration et d'établissement en faisant intervenir différents acteurs. Avec un vaste auditoire, Immigration FM ambitionne d'être un promoteur de l'immigration francophone au Canada et un vecteur d'intégration culturelle pour les nouveaux arrivants. Dans le cadre de notre émission hebdomadaire de ce samedi 30 mars, nous sommes heureux d'accueillir sur nos antennes Marc Pérez, organisateur de la coalition des penseurs indépendants Parlons du Québec. Son parcours est une histoire de dévouement et d'engagement civique profondément ancrée dans le contexte socio-politique unique du Québec. Il traîne avec lui une riche carrière professionnelle dans le marketing numérique et les technologies de l'information. Son parcours politique prend une nouvelle dimension en 2022 lorsqu'il devient membre fondateur et candidat du Parti canadien du Québec. Pour l'avenir, il est occupé à planifier le 8e rassemblement, c'est-à-dire demain, 31 mars 2024, soulignant ainsi son engagement inébranlable pour la cause. Vos questions à notre invité sont les bienvenues via notre page Facebook ou par WhatsApp à partir du numéro affiché au bas de l'écran. Marc Pérez, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Vous êtes organisateur de la coalition des penseurs indépendants Parlons du Québec. Pouvez-vous nous en dire davantage sur votre rôle en tant qu'organisateur de cette coalition? Oui, bien sûr. Parlons du Québec est un groupe de réflexion qui est basé à Montréal, qui mène des recherches complètes, analyse les données et cultive des solutions innovantes pour offrir des conseils éclairés sur diverses questions politiques, économiques et sociales. Pour refléter un large éventail d'aperçus, nous nous engageons à consulter des experts dans divers domaines et impliquer le public. Donc, notre objectif est toujours d'améliorer le Québec et nous le faisons en consultant la population et par des options de vote sur les sujets que nous amenons. Est-ce que selon vous, le Québec se porte mal? Présentement, vis-à-vis de l'immigration, oui. De quelle façon? Je suis Marie G. Pilon, qui est la vice-présidente de Québec Réunifié, m'a rejoint il y a quelques semaines pour m'expliquer ce qui se passait avec les réunions familiales et l'immigration. Et j'ai été choqué de savoir que les gens qui sont ici, qui parrainent quelqu'un, peuvent passer jusqu'à 30 mois ou plus pour parrainer leurs époux et leur famille, oui. Nous y reviendrons, M. Pérez. Selon vous, votre identité éducative et culturelle a été influencée par la loi 101 du Québec. C'est quoi la loi 101 du Québec? La loi 101 du Québec, c'est une loi qui a été créée pour protéger le français. Okay. Donc, dans ce temps-là, il y avait beaucoup d'inquiétudes que l'anglais allait prendre de l'ampleur. Donc, le gouvernement a décidé de créer une loi qui allait s'assurer la protection de la loi du français au Québec. Impacter positivement ou négativement sur l'immigration au Québec? L'immigration n'était pas la première chose de laquelle ils voulaient qu'ils s'inquiétaient dessus, parce que dans le temps, le Québec avait une bonne taux de naissance, et depuis son fondement du Canada et les accords, le français a ébloui au Québec à travers le Canada.
Est-ce que le français est mal parti au Québec selon vous? Mal parti dans quel sens? C'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a pas une certaine dominance de l'anglo, du côté anglophone sur le côté francophone? Euh, je ne crois pas. Je crois que je sais que dans les années 70, la population anglophone a parlé le français à 30%. Aujourd'hui, on est rendu à 94%. Donc, l'influence anglophone sur le francophone n'est pas autant visible au Québec, en visitant les régions différentes à l'extérieur de Montréal. Nous constatons que les gens n'ont pas cette difficulté et que la majorité du monde sont bilingues et peuvent avoir une conversation en français et en anglais. Monsieur Perret, est-ce que peut attendre un immigrant qui arrive au nouvellement du Québec de votre organisation Parlons Québec? Désolé, j'ai pas compris. Que peut attendre un immigrant qui arrive nouvellement au Québec de votre association Parlons du Québec? Quel avantage il peut tirer de cette association-là? Donc, notre association, c'est d'écouter les problèmes, comme les problèmes que nous avons entendus avec Québec réunifié, le fait que ça prend 30 mois pour la réunification familiale, c'est beaucoup trop long. Et ce que nous avons compris, c'est que si les gens ils vont à l'extérieur de Québec, comme on va dire en Ontario, le temps d'attente peut être réduit à 12 mois. Donc, qu'est-ce que les gens peuvent attendre de nous? C'est que nous, on va créer une politique. Nous allons créer une politique avec l'information que nous avons reçue et nous allons essayer de créer un nouveau parti politique pour l'année 2026 dont la politique sur l'immigration familiale serait basée sur les recommandations que nous recevons de la population et de ce que Québec réunifié nous propose. C'est quoi que serait le but de votre parti politique? Est-ce que c'est pour attendre les élections générales dans 2 ans? Oui, présentement, notre objectif, c'est que toutes les partis politiques nous ont abandonnés depuis déjà quelques années. Nous avons une loi séculaire qui s'appelle la loi 21, la loi sur la laïcité, qui interdit le monde qui travaille pour le gouvernement de porter des symboles religieux visibles. Donc, nous parlons principalement des femmes musulmanes qui doivent porter le hijab. Donc, ils ont une très grande difficulté de travailler dans le gouvernement, à tel point que une enseignante qui a été engagée après cette date de la loi a dû être renvoyée. Donc, nous travaillons toujours nous voulons améliorer la qualité de vie des Québécois. Depuis des années, la politique joue avec la vie des Québécois, avec l'économie, avec le système de santé, avec l'éducation. Et nous sommes arrivés à un tel moment où nous vivons de crise à crise et nous ne savons plus où aller. Donc, nous avons l'impression que ils sont en train de faire la vie difficile pour que le monde quitte. Donc, il y a une riche histoire au Québec, le vouloir d'une séparation, le vouloir d'être un pays indépendant, pour plusieurs raisons. Donc, notre crainte, c'est qu'il y a trop de choses. Le gouvernement présentement met trop d'emphase sur les choses que la population québécoise ne pense pas que c'est autant important. C'est quoi votre base électorale? C'est pour des gens qui sont frustrés ou alors c'est toutes les couches de la société québécoise? C'est pour toute la société québécoise. On n'est pas là pour protéger juste les minorités ou les anglophones. On est là pour augmenter la qualité de vie de tous les Québécois en s'assurant que nous avons une économie très forte. Nous allons nous assurer que nous allons avoir comment on appelle ça, les maisons abordables. Nous allons avoir une économie, nous allons avoir une éducation. Justement, le gouvernement a sorti un point où il allait augmenter
les frais de scolarité des universités. Juste en faisant ça, ça fait baisser 30% les admissions aux universités. Et les universités que nous avons ici sont des piliers de notre communauté. Ben, les riches vous diront que bon, ils n'ont pas besoin de votre parti puisque ça ne les concerne pas. Oui, mais l'éducation devrait être accessible pour tout le monde. C'est pas juste les riches. Nous avons beaucoup de personnes à travers le Canada et à travers le monde qui viennent à ces universités et qui prennent la formation qu'ils ont appris et ils enrichissent non seulement le Québec parce qu'ils reviennent ici, ils passent plus de temps et ils continuent parce que au Québec, les universités sont liées avec les centres de recherche, sont reliées avec l'apprentissage et la recherche. Je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais ouais. Alors il y a 4 piliers qui sont très importants et ça amène une grosse économie. C'est une grosse machine d'économie au Québec et d'endommager ça, ça peut nuire à l'économie du Québec. Oui, ben, il y en a qui pensent que le Québec est très mal parti. Est-ce que vous pouvez faire une comparaison entre le Québec et les autres provinces? Moi, je pense que nous pensons qu'au Québec, c'est peut-être mieux qu'ailleurs. Le Québec, j'ai vécu toute ma vie au Québec, mais j'ai voyagé beaucoup à travers le monde. Donc, je suis québécois, je suis né à Montréal, je suis un enfant de la loi 101, j'ai toujours vécu ici et je suis d'accord que le Québec est une place, est une province incroyable comparée à toutes les autres provinces. Maintenant, autre que le fait qu'on se fait taxer à 50% de notre salaire euh, et que on a perdu les services en anglais, c'est une très belle province qui a beaucoup de bonnes valeurs et qui prend soin de la société à un certain niveau. Je pense que depuis quelques décennies, ça a baissé, la qualité a beaucoup baissé. Et c'est parce que nous avons fait trop confiance à nos élus d'arranger ce problème. Donc, comparé aux autres provinces, c'est sûr que chaque province et chaque pays a leurs propres problèmes, mais ce qui est très unique au Québec, c'est le fait que nous sommes très multiculturels et nous sommes tous passionnés à aider le Québec à éblouir. Sur le drapeau de Montréal, nous avons 5 emblèmes. Nous avons les Écossais, les Irlandais, les Anglais, les Français et les Premières Nations. Alors, ça va démontrer à quel point nous sommes très multiculturels et très ouverts et très réceptifs au Multiculturalisme. multiculturalisme. Merci. Et les Oui, Africains n'y sont pas. Est-ce que c'est pas une discrimination? c'est une discrimination. J'étais justement en train de parler avec Marie là-dessus et elle est venue faire une présentation le jeudi soir. Nous avons des rencontres tous les jeudis soirs à 8 heures. Les gens sont la bienvenue à y participer. C'est sûr que nous discutons beaucoup des problèmes, nous parlons beaucoup des problèmes que nous avons au Québec et c'est l'opportunité pour le monde d'offrir les solutions. Et dans la rencontre que nous avons eue avec Québec Réunifié, justement, on était en train de parler comment le Québec essaye d'augmenter le nombre d'étudiants francophones. Et justement, le prix universitaire qui augmente pour toute la population n'augmente pas pour les pays comme la Belgique et la France. Mais il y a beaucoup de pays africains qui sont aussi francophones. Alors pourquoi pour eux, ils n'ont pas cette euh, disponibilité d'avoir accès à l'université à un prix réduit? Donc pour nous, oui, effectivement, quand nous avons entendu Marie parler de cela, nous croyons vraiment que c'est une discrimination. Et c'est dommage.
Ben, cela m'amène à vous poser la question d'un auditeur depuis Paris. C'est une question qui vient d'Emmanuel Dikongué, correspondant permanent d'immigration FM à Paris en France. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que le Québec peut proposer en termes d'accueil et d'épanouissement pour les résidents africains de France ayant déjà un statut qui veulent immigrer au Québec? Est-ce que Parlons du Québec y est favorable? Est définitivement favorable à amener beaucoup plus de monde des pays francophones, parce que c'est une des choses que nous voulons. Nous comprenons que la population québécoise a un taux de naissance trop bas pour être capable de continuer avec leur acheminement de la protection de leur culture et tout. Donc, ils vont devoir avoir accès à d'autres pays qui sont prêts à venir ici. Et je crois que la première chose est que le parrainage de famille devrait être une grande priorité parce que c'est du monde qui sont déjà ici. Une des argumentations que nous entendons beaucoup, c'est oui, mais au Québec, nous n'avons pas assez de maisons ou de logements pour accommoder ces gens-là. Et la réponse est très simple, c'est que ces gens-là, ils sont déjà parrainés. Marie a déjà une maison. Et alors, quand son mari va venir, il va habiter avec elle. Donc, c'est pas une question de logement. Moi, je crois fortement à l'équité. L'équité pour tout le monde. Ce que nous offrons à une personne devrait être offert à tout le monde. Et si les critères sont là, nous avons un système de pointage. Et j'espère que, première chose, j'aimerais juste clarifier une chose, c'est que sur l'immigration, et parlons du Québec, je suis nouveau dans tout ça. Je ne suis pas un politicien. Je suis une personne qui est très intéressée par... je suis une personne très active socialement, un activiste social, qui cherche la justice. Alors, j'apprends beaucoup sur... comment dire, sur le champ. Donc, je connais pas toutes les réponses, mais je m'intéresse assez pour aller chercher les réponses et les solutions. Donc, avec cela dit, nous voulons absolument que les gens des pays d'Afrique viennent et qu'ils ont les mêmes possibilités et les mêmes chances que tout le monde et que les autres pays francophones. Monsieur Perez, nous allons souffler un peu en musique et nous revenons juste après. Parfait, merci. Il me répétait toujours que mon fils, écoute-moi bien, c'est très important pour ton avenir. Et moi j'ai dit qu'est-ce que tu vas encore me dire. Vivre à l'étranger c'est pas facile, mais pourquoi tu dis ça? Parce que l'argent que tu travailles, même pour payer ton loyer, payer nourriture, payer santé. Les petits qui restent sous état, tu ne peux même pas faire économie. Économie d'accord et salité, économie. Travailler c'est trop dur, mais voler c'est pas bon. Demander la charité. Bienvenue sur Migration FM qui émet depuis Montréal au Canada. Dans le cadre de notre émission hebdomadaire de ce samedi 30 mars, nous sommes heureux d'accueillir sur nos antennes M. Marc Perez, organisateur de la Coalition des penseurs indépendants, Parlons du Québec. Monsieur Marc Perez, bonjour. Bonjour. Selon des statistiques, la proportion des résidents du Québec dont le français est la langue maternelle a chuté, passant de 77,1% à 74,08% en 5 ans. Ceux qui parlent principalement français à la maison sont de leur côté passés de 79% en 2016 à 77,5% en 2021. Et la proportion de personnes qui l'utilisent comme première langue officielle a quant à elle diminué, s'établissant à 82,2% en 2021, alors qu'elle était de 83,7% en 2016. À la lecture de ces données, peut-on conclure que la langue française est en déclin au Québec? Est-ce que le recul du français est substantiel? Vous avez déjà répondu à cette question, mais vous pouvez continuer. Merci. Non, je ne crois pas que le français est en déclin. Il y a même un livre qui vient juste de sortir prouvant le contraire. Le fait que plusieurs personnes peuvent
à se communiquer en français, c'est déjà une bonne chose. Le fait que c'est pas une langue, que ce n'est pas la langue primaire ou majoritaire, unilingue, ce n'est pas un signe que le français est en déclin. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici et qui apprennent le français, et la francophonie vient juste la francophonie a démontré qu'il y a une augmentation du français à travers le Canada. Donc, c'est sûr que le reste du Canada a du rattrapage à faire vis-à-vis l'apprentissage du français, mais elle n'est pas en déclin. Le français est la 5e langue la plus parlée à travers le monde. Donc, je ne crois pas qu'au Québec, elle est en déclin. C'est sûr que l'ouverture de l'Internet et du monde, l'accès au monde a beaucoup changé les choses à travers le monde. Mais les gens ne sont plus unilingues. Les gens deviennent multilingues très facilement, et avec l'accessibilité à l'Internet, à la télévision et tout, ça fait partie de l'évolution du langage. À travers tout le monde, à travers toutes les années et les siècles, la langue évolue. Un jour, on parlait le latin, et l'autre prochain jour, on ne le parlait plus. Mais le latin a donné naissance à plusieurs autres langues. Donc, on ne peut pas se fier uniquement sur ces statistiques. Ce qui est important, c'est que nous avons cette possibilité de communiquer en français, et que nous avons beaucoup d'outils aujourd'hui qui peuvent nous aider à parler le français ou parler d'autres langues. Et pourtant, le gouvernement de M. Legault pense que l'arrivée massive des immigrants, surtout sud-américains, est un danger pour le français au Québec. Oui, le narratif de M. Legault, c'est de trouver un problème et de dire que c'est la faute d'une langage ou d'un groupe ethnique et des trucs comme ça. On a vu ce problème-là dans le passé. C'est une façon de rallier le monde, mais je crois qu'aujourd'hui, nous voyons que avec la baisse de popularité de M. Legault, nous remarquons que beaucoup de monde ne sont plus convaincus de ça. Ils sont en train de se réveiller, et ils voient que M. Legault n'est pas en train de se concentrer sur ce qu'il devait faire. Ça, c'est une des choses que nous avons, que nous travaillons, et c'est pour ça que nous avons besoin de bâtir un parti politique rapidement, parce que l'alternative, c'est le PQ, qui est le Parti québécois. Et votre parti, comme vous l'avez dit tantôt, parlons de votre engagement politique qui, selon vous, prend une nouvelle dimension en 2022 lorsque vous devenez membre fondateur et candidat du Parti canadien du Québec. Ça, c'est votre parti, c'est ça? Sous la couleur de ce parti-là? Non, ça c'était le parti que j'ai fondé en 2022 à cause de la loi 96, qui est une loi qui est une extension de la loi 101 ou de la loi 11. Le nouveau parti que je vais créer, ça va être quelque chose complètement de nouveau, parce que le parti que nous avons créé en 2022 a complètement échoué sa mission, et ses objectifs et ses mérites ne sont plus valables aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nom de votre parti déjà? Oh, je ne sais pas. Ça va être donc avec Parlons du Québec, l'objectif, c'est de rassembler le monde et d'avoir un grassroots movement, de s'assurer que c'est la population qui va participer au processus. Alors, les partis, généralement, il y a un chef, et le chef dit comment toutes les choses vont se passer. Mais ici, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut une base, et on veut que la base nous dise leurs expectations, et nous voulons qu'ils votent sur le nom, et que nous travaillons ensemble, et que nous écoutons le public. C'est pour ça que, très intéressant, j'ai appelé notre organisation Parler du Québec, mais j'aurais dû l'appeler Écoutons au Québec. Parce que c'est ça ce que nous faisons. Nous écoutons beaucoup plus au monde que nous parlons. Est-ce que votre parti sera vraiment inclusif? Absolument. Absolument. Inclusif à tel point que j'ai pris une photo avec Marie dans un café la première fois qu'on s'est rencontrés.
Et justement, elle portait le foulard, le kiffier, le kiffier, le kéfayé. Donc, elle portait le kifayé. Donc, étant juive, je savais exactement ce que ce foulard représentait. Et j'ai continué la conversation et j'ai même pas pensé 2 fois à quitter ou à quoi que ce soit. Parce que notre objectif, était de parler et de discuter sur l'immigration et la réunification familiale. Et c'était ça ma priorité. Et j'ai reçu beaucoup de commentaires par rapport à cette photo-là et j'ai dit que mon intérêt, c'est d'aider tous les Québécois et les Palestiniens méritent de venir au Québec autant que les Israéliens. Donc, si on commence à jouer avec qui peut venir et qui ne peut pas venir, on est au même niveau que le Go. Et c'est pas notre intérêt. Notre intérêt, c'est de s'assurer que tout le monde a les mêmes opportunités. Et nous invitons même les séparatistes à participer à notre groupe pour que nous comprenions mieux pourquoi les gens veulent la séparation et voir si on peut arriver à une entente à mi-chemin parce que nous ne croyons pas à la séparation, mais nous croyons que tous les Québécois méritent d'avoir une bonne qualité de vie. Est-ce que vous êtes d'accord pour la révision de l'accord Canada-Québec? À ce point-ci, oui. Je crois que le Canada a démontré que c'est une bonne question. Je sais que je dirais oui parce que tout devrait être renégocié. Je n'aime pas les ententes que nous avons depuis une centaine d'années ou 200 ans quand les choses changent tellement rapidement. D'après moi, il devrait y avoir une révision de toutes les lois à toutes les 50 ou 75 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Québécois qui veulent envoyer leurs enfants dans des écoles anglophones comme la commission anglaise the English Montreal School Board, la commission anglaise Montréal, en tout cas. Donc, le but est que le monde va évoluer et le monde, qu'est-ce qu'ils veulent en tant que parents, qu'est-ce que nous voulons tous, c'est nous assurer que nos enfants sont beaucoup mieux que nous et qu'ils ont une meilleure qualité de vie que nous. Donc, aujourd'hui, en allant dans les régions, nous parlons avec beaucoup de Québécois, de francophones et anglophones, et pour eux, ce problème de langage ne fait pas de sens pour eux. Et ils veulent envoyer leurs enfants à une école anglaise, mais ils ne peuvent pas à cause de la loi 101. Donc, nous voulons, si nous gagnons un mandat, ce que nous aimerons faire, c'est ouvrir le registre pour donner la possibilité au peuple québécois d'envoyer de recevoir le certificat d'éligibilité anglophone pour qu'ils soient capables d'envoyer leurs enfants dans une école anglophone et qui peuvent avoir une priorité au cégep anglophone aussi. Parce que maintenant, à cause de la loi 96, les francophones peuvent seulement être acceptés dans les cégeps anglophones à la deuxième tour de sélection. Si je comprends bien, M. Marc Pérez, votre parti est favorable à la relecture de l'accord Canada-Québec, l'accord Canada-Québec, Québec-Canada, oui. Mais est-ce que vous croyez que c'est une panacée pour tous les problèmes qui existent déjà? Est-ce que ça vient solutionner tout ce qui existe comme problème au niveau de l'immigration au Québec? C'est une bonne question et je ne connais pas la réponse. Pas encore. Je sais que le fédéral contrôle le niveau d'immigration. Je sais que le Québec a mis un certain cap dessus. Je sais que le fédéral est en train d'imposer le nombre d'immigrations que le Québec doit accepter. Et c'est une danse très délicate parce que si le
Le problème avec le Québec, c'est que le Québec a une majorité des sièges pour le niveau fédéral. Donc, si le fédéral pousse trop fort et qu'ils perdent leur siège au Québec, ils peuvent ne pas former le gouvernement. Donc, ils sont un petit peu sous la détresse de revenir à un accord. Je crois que n'importe qui, c'est sûr et certain que en tant que pays, et le pays du Canada, nous devons s'assurer que tout le monde a le droit de venir au Canada et que le processus est en place et que il y a un équilibre. C'est certain que le Québec veut choisir les immigrants qui viennent ici, mais avec le manque de travail, le manque, la baisse de l'économie et les docteurs et les spécialistes, c'est pas le moment d'être sélectif de qui on va permettre venir ici. On ne peut pas souffrir parce qu'on veut essayer de protéger une langue. Nous allons aborder à présent un sujet d'une importance capitale, vous l'avez déjà d'ailleurs abordé, celui de la réunification des familles au Québec. Un rassemblement est organisé par le collectif Québec Réunifié en collaboration avec votre organisation Parlons du Québec demain. Oui. 31 mars, donc, pour exprimer votre désaccord collectif. Pourquoi votre appui à cette initiative du collectif Québec Réunifié? Parce que principalement, le fait que quelqu'un peut quelqu'un qui doit parrainer quelqu'un au Québec doit attendre 30 mois, ça n'a pas de sens pour nous. Quelqu'un qui peut, la même personne qui doit parrainer va en Ontario, c'est réduit à 12 mois. Ça n'a pas de sens. Le fait, c'est qu'ils doivent être capables d'être réunifiés. En tant que père, je trouve que c'est très important que les familles restent ensemble. Si quelqu'un est au Québec, ils ont déjà la crédibilité, on va dire, d'être québécois, comme mari. Donc, je ne vois pas pourquoi le fait que son mari vit en Angleterre et qu'il a une spécialité que le Québec a besoin, il n'a pas le droit de venir ici et elle est en attente de si longtemps pour que son mari vienne. Donc, mon intérêt de la manifestation que nous allons faire demain, c'est d'entendre les histoires, de rencontrer le monde et de voir comment nous pouvons arranger le système et arriver à encore une fois, à une politique que si nous gagnons en 2026, nous pouvons avancer ces points-là pour réunifier les familles. C'est comme j'ai dit, tout le monde mérite d'avoir une qualité de vie. Après la rencontre au sommet le 15 mars dernier entre les premiers ministres du fédéral et du Québec, avez-vous l'impression que les lignes aient bougé de ce côté-là par rapport à la réunification familiale? Est-ce qu'il y a eu une entente où ils vont baisser le taux? Parce que j'ai lu qu'ils allaient commencer à forcer la main de Québec et d'accepter ces réfugiés-là. Pas les réfugiés, mais les réunifiés. Oui, réunifiés. Mais on a l'impression que la responsabilité du fédéral y est aussi pour quelque chose. Il n'y a pas seulement le Québec qui a une responsabilité. C'est pas votre avis? C'est mon avis que tout le Canada doit participer au programme, c'est sûr et certain. Je sais que la distribution des immigrants et la réunification se fait à travers le Canada, sauf que d'après ce que je comprends, ça prend beaucoup plus de temps au Québec et je ne trouve ça pas correct. Eh bien, il y a des candidats qui disent qu'ils ont déjà reçu le CSQ il y a longtemps, mais au niveau du fédéral, ça n'avance pas. Et même, il y a ce côté de demande de visite, de visa de visiteurs pour les conjoints et conjointes là qui n'aboutissent pas toujours. C'est le cas des membres du Québec, du collectif Québec Réunifié, Cindy Fiaga, qui a essuyé 5 fois le refus de demande de visa visiteur pour son conjoint. Est-ce que vous pensez que ce soit toujours la faute au Québec et le fédéral, non? C'est sûr qu'il faut étudier tous les cas et comprendre qu'est-ce qu'il y a en derrière, mais d'après ce que je comprends,
si elle a essayé 5 fois, j'aimerais savoir pourquoi ça a été refusé et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le processus pour qu'il y ait moins de refusailles. C'est ça ce qu'il faut voir, c'est pourquoi est-ce qu'elle a été refusée. Monsieur Marc Pérez, 12 mois dans les autres provinces, 30 mois au niveau du Québec. Est-ce que vous ne craignez pas que le Québec se vide pour les autres provinces si les gens n'arrivent pas à trouver de solution au problème de réunification familiale de leur famille? Oui, absolument. Le Québec est déjà en déclin. Nous avons un déficit de 11 milliards de dollars. Donc, nous n'avons pas une population assez grande pour continuer à soutenir l'économie que nous avons présentement. Bientôt, dans quelques années, un quart de la population aura 65 ans et plus et seront retraités. Donc, le coût de la vie ne fait qu'augmenter avec l'inflation et tout. Si nous n'avons pas plus de monde au Québec pour continuer à grandir l'économie, à être taxé, à magasiner et des trucs comme ça, c'est sûr que le Québec va se vider parce que les gens, ils veulent juste aller où il y a la prospérité. Et si ce n'est pas au Québec, ce sera ailleurs. Et éventuellement, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le fardeau fiscal sera trop élevé pour les gens qui sont restés au Québec que le Québec va s'autodétruire. Monsieur Marc Pérez, nous allons souffler un peu à musique et nous revenons juste après. Super, merci. Mais bien sûr, Toboïté, Toyaka wana koduka ngunda. Toloba nini ndo? Kunde ezali partout, ata wana Afrika ezali. Okende wapi ezali. Nyonso bosalaka kuna etingalaka kaka kuna. Lokuta te. Mesdames, Messieurs, nous amorçons la dernière ligne de notre entretien de ce matin avec Monsieur Marc Pérez, organisateur de la coalition des penseurs indépendants Parlons du Québec. Monsieur Marc Pérez, les données du plus récent rapport sur le marché locatif publié il y a quelques mois par la Société canadienne d'hypothèques et de logement fait état d'une situation fort préoccupante. Est-ce qu'il y a selon vous une aggravation de la crise du logement au Québec? Bien sûr, absolument. Et je crois que c'est une crise qui est artificielle. Ça a été créé pour justement être capable de justifier la raison pour laquelle nous ne pouvons pas accepter plus d'immigrants. Et vous croyez que cette crise l'a impacté négativement sur l'avenir du Québec? Ou alors, selon M. Legault, ça ne crée aucun problème là? Bien sûr, ça crée un problème. Qu'est-ce qui se passe, c'est que ça endommage la réputation du Québec. Avec la loi 96, la loi 21, avec ce que M. Legault a dit que pas tous les cultures sont pareilles, ils ne peuvent pas être sur le même niveau. À un certain point, il a endommagé la réputation du Québec et qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il fait peur au monde. Donc, on voit déjà que il y a un exodus, un deuxième exodus comme il y avait en 60, dans les années 70 quand la loi 101 est sortie. Et nous voyons que Toronto a bénéficié de cet exodus parce que non seulement de sa population, mais du revenu qu'elle reçoit. Donc, ça va prendre beaucoup de temps à récupérer cette réputation et il y aura beaucoup de changements qui devra être faits pour s'assurer que le Québec va survivre les prochaines
les prochaines années. Et admettons que vous preniez le pouvoir demain, quelle sera votre politique par rapport au logement? Au logement, ce que nous allons faire, c'est que nous allons payer pour que les logements soient bâtis. On va créer des logements gouvernementaux. Sur les logements, j'ai appris que c'est beaucoup de la politique sur le nombre de profits ou d'argent que les compagnies de construction font. Et personne ne travaille gratuitement. Les compagnies de construction ne sont pas un but non lucratif, ils sont un but lucratif. Donc, mettre des restrictions pour qu'ils ne fassent pas des profits, c'est irraisonnable. J'ai lu sur ce que le Singapour fait, et le gouvernement a créé plusieurs logements abordables. Alors, avec eux qui contrôlent le tout et qui contrôlent le rent, le loyer, ça a créé une meilleure équilibre, et tout le monde a eu des logements. Donc, c'est certain que le gouvernement présentement, ils ont décidé d'investir 350 millions de dollars pour arranger le toit du stade olympique, au lieu de prendre ce même argent et d'aider le monde qui n'ont pas de toit. Donc, ça démontre où sont leurs priorités. Et où est-ce que vous allez prendre les financements pour réaliser? Nous devons, une des choses que nous devons voir, c'est la façon que le Québec reçoit l'argent. C'est sûr que nous recevons une partie du fédéral, mais c'est certain qu'il faut commencer à changer la formule de la façon que nous dépensons l'argent. Parce que si nous pouvons payer une équipe de hockey 7 millions de dollars pour venir jouer 2 matchs à la ville de Québec, nous avons beaucoup trop d'argent à dépenser dans des choses qui ne sont pas importantes. Donc, c'est sûr que une fois que nous gagnons l'élection, nous allons reviser les dépenses financières, et donc nous allons voir comment nous pouvons mieux investir l'argent du peuple. Monsieur Perez, que pensez-vous du système éducatif québécois? Est-ce qu'il est bon selon vous? J'ai été dans le système éducatif québécois jusqu'à date. Comparé à qui? Ou comparé à quoi? Comparé aux autres provinces, surtout anglo-saxonnes. La seule chose que je sais, c'est que le système éducatif dans les régions est très pauvre. Je sais que la majorité des étudiants ne terminent pas leur niveau secondaire. Et même ceux qui le font, ils ont un niveau de 5e ou 6e année de lecture et compréhension comparé à Montréal. C'est sûr que notre système éducatif peut faire mieux. C'est apparent à moi que nous n'investissons pas assez dans nos enseignants et dans notre système éducatif. Et nous l'avons vu récemment avec les grèves que les enseignants, les nurses, les infirmières. Les infirmières, merci. Et dans le public, dans le secteur public, ne sont pas assez payés. Tout notre système est en train d'écrouler. Alors, d'un parti à un autre parti, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de mettre un pansement sur le bobo, et ils espèrent que ça va s'empirer. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que ces crises sont tellement artificielles qu'à un certain moment, on va nous proposer des idées que nous ne voulons absolument pas, mais à cause de la situation dont nous sommes, nous serons obligés d'accepter ça, et nous allons tous souffrir à cause. Donc, c'est sûr que le système éducatif, d'après moi, quand nous regardons les statistiques par exemple, the English Montreal School Board
ils ont un système d'intégration français. Les étudiants qui graduent de la commission anglaise, les étudiants ont une meilleure profession en français que les écoles francophones. Donc, est-ce que je pense qu'il y a un problème? Oui, absolument. Pour terminer, M. Marc Pérez, quelle est votre vision pour le Québec? Ma vision pour le Québec, c'est que nous avons une économie très forte, que nous avons un système de santé où tout le monde peut avoir accédé et peut être vu à moins de 5 heures. Nous voulons un système d'éducation où les gens vont apprendre le français et l'anglais et plusieurs langues et qui vont vouloir rester au Québec. La vérité est que n'importe qui vit au Québec et qui quitte le Québec retourne toujours au Québec. Donc, quand on est comparé aux autres provinces et aux autres pays et tout ça, nous revenons tous au Québec parce que nous apprécions ce que nous avons ici, ce que nous avons bâti tous ensemble. Et notre vision, c'est de nous assurer que tout le monde a cette même opportunité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et nous vous souhaitons le meilleur dans le meilleur des mondes possibles. Cette émission a été présentée par votre homme de serviteur. Je suis assisté de notre spécialiste des réseaux sociaux, la journaliste Fanny Matopoli du Cameroun et bien entendu votre technicien Alain Ziggy. Et rendez-vous le samedi prochain à la même heure, si Dieu le veut. Au revoir. Si Dieu le veut.